Salut à tous, bienvenue à cette présentation du Daily Clean. Daily Clean, c'est un projet open source qu'on a développé chez AXA. Et je vais vous montrer pourquoi c'est un projet super cool et en quoi il va vous permettre non seulement de sauver la planète, mais aussi de gagner de l'argent. Voilà, une très belle entrée en matière. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. Alors, je sais que c'est un meetup Microsoft, donc je vous rassure tout de suite, les technos qui vont être abordés ici, c'est du Java, mais toutes les notions qu'on va voir ensemble sont très simples. Je ne vais pas aller dans du pur Java, donc n'ayez pas peur. C'est pas le lobby Java qui s'attaque à vous aujourd'hui, mais voilà, on aura Guillaume Chervet qui interviendra en fin de présentation pour vous montrer un équivalent qui existe en .NET. Donc, pas de souci à ce niveau-là, on va rester très simple sur les notions. Donc, pour parler de Daily Clean et être un peu moins nébuleux sur ce terme, déjà, je vais introduire le sujet par une mise en contexte. Donc, pourquoi on en a eu besoin, quel était le besoin, qu'est-ce que c'est que le Daily Clean, comment ça fonctionne, et c'est là où on rentrera un petit peu plus dans la technique. Euh, Pourquoi on a utilisé les technologies qui sont GraalVM et Quarkus pour développer cette solution de Daily Clean. Et traditionnellement, en fin de présentation, je fais une revue de code, mais étant donné qu'encore une fois, nous ne sommes pas dans une conférence, une présentation Java, je laisserai la main, c'est à ce moment-là que je laisserai la main à Guillaume Chervet pour vous montrer l'équivalent de ce que je vais vous montrer ce soir en .NET. Donc, installez-vous confortablement. Je vais commencer par le contexte et l'introduction. Je me présente quand même, je ne me suis toujours pas présenté. Donc, moi, c'est Guillaume, je suis ML Engineer chez AXA France. Alors, dans mon parcours, je suis principalement développeur Java, mais je fais d'autres choses, hein. Je fais du Python notamment dans ma mission de ML Engineer. Euh, et justement, en tant que ML Engineer, notre mission, c'est d'aider nos data scientists à mettre en production des solutions de machine learning qui soient efficientes, qui fonctionnent bien en prod, avec un minimum d'impact en termes de ressources matérielles et qui suivent un maximum nos standards en termes d'ingénierie logicielle. Donc on les accompagne. Et à ce titre, alors pour vous donner un petit peu de contexte sur les types de projets qu'on peut amener à faire chez AXA France de ce niveau-là, on va faire par exemple des solutions de reconnaissance de caractère. Donc si je prends par exemple un permis de conduire, l'idée c'est de pouvoir faire reconnaître à un projet de machine learning les différents caractères d'une photo d'un permis de conduire, donc récupérer les informations qui sont dessus. En quoi c'est important? En fait, ce type de projets-là sont souvent très complexes. On a beaucoup un workflow assez complexe pour pouvoir transformer les images, pour pouvoir faire en sorte que la partie intelligence artificielle, hein, parce que quand on parle de machine learning, on parle d'intelligence artificielle, puisse au maximum reconnaître ce qu'il voit. Et donc, on va proposer des solutions qui suivent une architecture microservice. Une fois qu'on dit ça, en fait, chez nous, on a opté pour euh, enfin en termes d'infra, hein, mettre nos solutions microservices dans un OpenShift. Donc, dans cette présentation, je vais partir du principe que vous connaissez déjà un petit peu OpenShift ainsi que Kubernetes et Docker. Évidemment, à chaque fois que je vais rentrer un peu dans le détail sur Kubernetes, j'expliquerai comment, de façon très rudimentaire, comment ça fonctionne. J'irai pas dans le détail. Voilà, mais histoire de perdre personne, je donnerai quelques notions. Euh, donc, comme je le disais, hein, on a nos solutions d'architecture en microservices qui sont dans des OpenShift. Et en fait, on s'est rendu compte sur nos premiers use cases qu'on avait un gros problème qui était un problème de coût. Euh, En effet, alors je peux pas vous donner
les vrais chiffres, mais on était sur ce ordre de grandeur-là pour deux use cases, donc comprenez deux services de machine learning sur tous les environnements jusqu'en production. On était sur ce coût d'infrastructure par mois. Autant vous dire qu'on était très déçus et très tristes de voir ça, d'autant plus que les équipes FinOps de chez AXA, parce qu'on a des équipes qui surveillent ça, commençaient à taper sur notre épaule en disant bah, écoutez les gars, il va falloir trouver une solution. Et effectivement, on était bien conscients et bien d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on trouve une réduction pour réduire nos coûts. Et en soulevant plusieurs leviers, aujourd'hui, sur ces mêmes use cases, on a réussi à diviser les coûts de notre infrastructure par 10. Donc au lieu d'avoir beaucoup de X par mois, on a un peu moins de X. On consomme moins de X. Et ça nous rend très fiers, on est très contents. Et c'est là où on va parler d'Eleclim. Alors, effectivement, sur comment le pour diviser par 10 ces coûts-là. On a évidemment fait de l'optimisation, on a fait beaucoup de choses, mais le Daily Clean fait partie véritablement d'un des piliers majeurs de cette division. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Daily Clean? Parce que quand j'ai dit ça, finalement, j'ai rien dit. J'ai juste dit que ça nous aide à faire baisser nos coûts. En fait, le principe du Daily Clean, il porte très bien son nom, hein, c'est de pouvoir éteindre les environnements dans des laps de temps où on n'en a pas besoin. Typiquement, la nuit et le week-end. Au lieu de laisser 24 heures sur 24 nos applications tourner, ce qu'on va faire, c'est que de façon quotidienne, on va venir les éteindre ou les allumer en fonction du matin ou du soir. Et grâce à ça, on compte faire des économies. Pour appuyer cet état de fait, je vous propose de citer Julien Hatzig, qui est un expert cloud chez nous et qui est un des fers de lance en fait du Daily Clean chez nous et qui a fait quelques calculs, une approche un peu théorique des gains du Daily Clean. Donc imaginons que nos solutions à nous, hein, qui coûtent XXXXX euros par mois, sont en fait autant de conteneurs Docker qui sont allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par an. On se rend compte que chez nous, hein, en moyenne, nos applicatifs qui sont majoritairement utilisés par des agents en assurance. Concrètement, ces agents en assurance travaillent, alors c'est pas pour un seul agent, hein, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'agents qui bossent 12 heures par jour, mais on part du principe que sur une échelle de temps, sur une journée, il faut que les applications soient disponibles sur un laps de temps de 12 heures, en grosse maille. Alors, je ne vais pas refaire tous les calculs, hein, mais si vous faites les multiplications, hein, ça veut dire 60 heures par semaine, vu qu'on travaille 5 jours ouvrés, hein, enfin c'est 5 jours ouvrés, et 240 heures par mois. Donc, une fois qu'on dit ça, on se rend compte que si on fait le calcul inverse, c'est-à-dire du temps pour lequel nos Dockers sont utilisés, on se rend compte que, et je vous laisserai faire le calcul si ça vous intéresse, mais concrètement, on n'utilise pas nos applications 12 heures par jour, 4 jours et demi par semaine et 7 mois par an. C'est énorme. En gros, on a 67% du temps de nos applications qui sont allumées qui ne servent strictement à rien. Concrètement, on n'en a besoin que 33% du temps, on a besoin de nos environnements que 33% du temps. Et pour paraphraser Julien, qui aime bien paraphraser une célèbre pub, c'est pas Versailles ici. Donc l'idée, hein, c'est effectivement de pouvoir éteindre ces environnements hein, sur les 67% du temps où concrètement on n'en a pas besoin. Et c'est là où Daily Clean entre en jeu. Et pour être beaucoup plus concret, parce que là je blablate, je théorise beaucoup, je vous propose une petite démonstration de l'outil Daily Clean et puis je vais vous le montrer. Hein. Donc comme je vous le disais, c'est un outil qui est open source. Donc je vous partagerai d'ailleurs le lien. Donc voici le repo GitHub du projet Daily Clean. Alors voilà, on a tout mis en place, hein. Il y a toute la partie intégration continue est là, on a un sonar qui tourne, les images générées, chaque release est bien déployée dans Docker Hub, donc là-dessus tout est OK, tout est disponible pour vous. Et en fait, alors pour ceux qui ont un Kubernetes
Kubernetes local installé sur la machine, vous pourrez faire l'expérience avec moi, hein. D'ailleurs, je vais vous partager le lien. Alors, je peux pas vous le partager en direct. Ah si, voilà, je vous donne le lien. On sait jamais si vous voulez faire Mumuse en même temps en direct avec moi. Donc, sur le GitHub, vous allez retrouver ici une liste de commandes qui vous permet d'installer des liquines sur votre machine, donc sur votre Kubernetes qui est local, et d'installer quelques API bidons, mais pour faire l'exemple. Donc, j'ai une commande qui est ici. Évidemment, c'est pas le nom. Donc je copie-colle le git start. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va cloner le contenu du repo qui est sur GitHub. Donc je récupère toutes les sources. Il y a un répertoire démo avec des scripts Kubernetes qui vont installer des liquines et qui vont installer, comme je vous le disais, hein, les différentes API de test. Une fois que vous avez fait ça, hein, vous avez vu, hein, en 5 secondes, allez, 10 secondes, c'est prêt. Vous ouvrez votre navigateur préféré et vous faites localhost. Alors la configuration Kubernetes qu'on a faite fait que Debian est lancé sur le port 30001. Donc je vous présente Debian. Voici Debian. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Kubernetes, concrètement, de la manière où nous, en fait, on structure nos projets, Kubernetes est structuré en namespace, en fait, donc, ou en projet. Alors, c'est à peu près la même notion, hein, mais je vais utiliser le mot namespace. En fait, pour nous, et c'est ce qu'on a ici, hein, pour nous, un namespace, c'est un projet pour un environnement donné. Donc, par exemple, si je reprends mon service de détection de caractères dans un permis de conduire, je vais avoir un namespace pour la lecture du permis de conduire en dev, un autre pour la lecture du permis de conduire en recette, et comme ça jusqu'à la prod. Et en fait, ce qu'on va faire pour simplifier la gestion des droits, pour éviter d'avoir une console qui gère tous les environnements, et donc voilà, de se dire, bon, ben, attention, on va éteindre ou allumer l'environnement qui ne nous concerne pas. On a préféré dire qu'on aura une instance de Deliclean par namespace, donc par environnement. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est pour un environnement donné, une instance de Deliclean qui a été installée. Donc vous retrouvez le nom de ce namespace, donc de cet environnement. Donc ça reprend bien, là c'est licence, donc permis de conduire en pré-production. Donc on va garder cet exemple. Et en fait, à partir de cette page que vous pouvez donner à votre PO ou à vos testeurs ou aux développeurs, hein, vous allez être en mesure de on-demand démarrer ou éteindre votre environnement Kubernetes. Donc ici, avec cette première fenêtre, je peux allumer ou je peux l'éteindre. Alors là, en l'occurrence, par défaut, vu que je viens de le démarrer, tout mon environnement est up et démarré. Si je clique sur off, en fait, j'envoie la commande. Et vous allez voir ici, on a un statut, donc une pastille verte pour dire que l'environnement a démarré. Et là, paf, il est passé en rouge pour dire que mon environnement est éteint. Et si je repasse sur on, hein, je submit et ça va redémarrer de nouveau mon environnement de pré-production. Juste en dessous, vous allez retrouver un tableau qui va vous rappeler tout ce qui compose en fait votre environnement. Alors, pareil, Kubernetes, quand vous avez un namespace, chaque API est appelé à un pod dans Kubernetes. Et ces pods-là ont un certain nombre de réplicas. Ici, dans cette liste, on a 4 pods, donc 4 API en gros, hein, dont Deliclean, qui est compté. Et j'ai 3 API, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est des Kubernetes Bootcamp, donc c'est des API bidons qui proviennent de la même image Docker. Et dans la colonne ready, vous allez retrouver justement le nombre de réplicas souhaités par la configuration de déploiement qu'on a donné à Kubernetes. Donc là, en l'occurrence, pour faire simple, je suis resté sur un réplica par pod. Dans ce même tableau, vous allez retrouver... Un participant anonyme rejoint actuellement la conférence. Vous allez retrouver une colonne également d'estimation en fait, des coûts. Donc, combien coûte votre environnement
euh, combien coûte votre environnement. Donc pour ça, il y a un peu de configuration à faire dans votre daily clean. Donc par défaut, en fait, on a mis une tarification au giga à 75 euros, mais c'est parfaitement paramétrable, hein. Ça dépend évidemment de votre politique tarifaire. Nous, alors c'est pas forcément nos coûts à nous, hein, c'est un coût par défaut qu'on a mis. Et vous allez retrouver les coûts par pod par mois et par an. Donc ça vous donne une bonne idée de ce que ça coûte. Le total, euh, si vous n'utilisez pas le Daily Clean, et le total si vous utilisez, enfin les économies que vous allez faire en termes d'argent si vous Daily Cleanez. Donc vous avez cette visualisation-là. Vous retrouvez également par pod les différentes ressources monopolisées pour chaque pod, hein. Euh, voilà, un tableau très complet qui vous donne un premier aperçu, hein, de l'état de votre environnement, de combien il coûte et des ressources qu'il utilise. Et enfin, tout en bas, on arrive vraiment au cœur du Daily Clean, hein. Je vous disais, le Daily Clean, le but du jeu, hein, c'est de manière quotidienne mettre à disposition ou éteindre un environnement. Vous allez le faire par cette fenêtre de configuration-là. Donc, pour mon environnement de permis en pré-production, je décide de l'allumer tous les matins à 8 heures du lundi au vendredi. Et très important, d'éteindre l'environnement tous les soirs à 18 heures par exemple. Donc là, on est vraiment sur une configuration d'un scheduler, hein, qui va vous permettre, voilà, de garantir, au moins quand vous mettez une heure de fin, que vous libérez bien la ressource à la fin de la journée. Évidemment, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles. Alors, une combinaison qui est très intéressante aussi, hein, vous pouvez décider de ne pas donner d'heure de début, de garder la possibilité d'allumer votre environnement que au besoin, et vous ferez encore plus d'économies. Donc ça peut être une perspective. Donc l'outil Daily permet ça. Euh, sur le principe maintenant, sur comment il fonctionne, euh, ce qu'il faut savoir dans Kubernetes, c'est qu'un pod est toujours allumé. C'est-à-dire que si vous venez et que vous dites, ben, pour libérer la ressource, je supprime le pod, ça ne va pas fonctionner. Le pod va automatiquement redémarrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une des options, attendez, je vais mettre une date. Une des options que l'on a pour, enfin, l'option qui est choisie par le Daily Clean pour pouvoir éteindre nos environnements, c'est justement, hein, souvenez-vous, hein, je parlais du fait qu'un pod ait des réplicas, c'est justement de passer ce nombre de réplicas souhaités à 0. Donc là, en gros, quand je vais cliquer sur Off, ça va créer un objet Kubernetes qui s'appelle un job, et ce job-là va exécuter un code Python qui va qui va mettre dans la configuration des déploiements de Kubernetes que le nombre de réplicas voulus par pod est de 0 et non pas de 1. Et à l'inverse, pour allumer, le principe, c'est de remettre le nombre de réplicas à 1. Comme vous pouvez le voir, il y a un code couleur dans ce tableau-là. Quand les pods sont orange, c'est qu'ils sont en cours de démarrage. Quand ils sont rouges, ils sont éteints. Quand ils sont bleus, ils sont allumés. Et quand ils sont noirs ici, ça veut dire que c'est un pod qui ne peut pas se décliner. Donc avec un système de tag, vous pouvez dire, ben voilà, tel pod, tel pod, tel pod, je ne veux pas qu'il s'éteigne. En l'occurrence, pour Daily Clean, il faut qu'on le fasse, hein, sinon le Daily Clean se fait harakiri tout seul, il se tue et on ne peut plus démarrer notre environnement. Donc voilà, on a vraiment un système de libellé, hein, qui nous permet de pouvoir finement dire ce qu'on veut faire au niveau de la partie Daily Clean. Donc voilà pour la démonstration du projet. Je reviens à ma présentation. Donc sur le comment ça marche, hein, on en a déjà pas mal parlé, hein, je voulais bien proposer, alors pour synthétiser, hein, pour vous refaire une synthèse, pour pouvoir quotidiennement allumer ou éteindre notre environnement Kubernetes, donc notre namespace, on va créer des cron jobs qui de manière programmée vont créer un job et ce job va exécuter un script Python. Et pour vous faire un petit recul et vous faire une présentation du projet, j'ai un petit schéma pour vous. Donc voici le Daily Clean
de quoi le Daily Clean est composé. Donc d'un front qui est développé en React par Guillaume Charbet d'ailleurs, hein. On a également une API, donc c'est là-dessus qu'on va faire un petit focus en termes de technique. Et cette API Daily Clean va solliciter l'API Kubernetes, parce que Kubernetes nous fournit une API qui nous permet de créer les différents objets dont je parlais tout à l'heure, dont les cron jobs et les jobs. Et bon, je vous l'ai déjà dit, on a finalement les différents scénarios, hein. On va créer des cron jobs de start, de stop, hein, en fonction de ce qu'on veut faire, ou des jobs pour démarrer ou éteindre un daemon. Et il y a une dernière partie, hein, je ne l'ai pas dit, hein, mais le Daily Clean se compose également d'un script Python qui s'occupe de passer le nombre de réplicas souhaités à 1 ou à 0 en fonction du cas. Une petite emphase maintenant sur le choix des technologies. Donc pourquoi GraalVM et Quarkus? Alors on va déjà définir ce que c'est. Et puis je vais vous donner aussi encore un petit peu de contexte sur comment on en est venu à ces technologies-là. Donc en fait, quand on s'est demandé comment on allait faire ce Daily Clean, alors, on avait déjà une bonne idée de l'archi, hein. On voulait une API, on voulait un front, on voulait un script Python enfin tout ce que je vous ai montré avant. Et en fait, ce qu'on voulait pour l'API, c'est qu'elle soit facile à développer. On voulait également, alors facile à développer, alors il était plus ou moins convenu que c'était à moi de le développer, donc plus c'est facile, mieux c'est, hein. Donc voilà, j'aime bien. Euh, il fallait, alors ça c'est un critère un peu moins vital, mais on s'était dit que si l'API et que le Daily Clean puisse démarrer vite et puisse répondre rapidement, c'était toujours un plus. Et surtout, si vous vous rappelez bien, hein, tout à l'heure je vous disais qu'on avait une instance de Daily Clean qui était répliquée dans tous les environnements pour tous les projets. Si chacune de nos instances de Daily Clean prend 1 giga, on commence à avoir un remède qui est pire que le mal. Donc il fallait absolument qu'on trouve une techno qui nous garantisse une empreinte mémoire la plus faible possible. Donc pour faire tout ça, on a commencé à tempêter un petit peu dans nos cerveaux. On s'est dit, bon, comment on va développer ça? Quelle techno, quel langage? Et on s'est d'abord dirigé vers Go. Et quand on a commencé à parler de Go en se disant, bon, qui développe? On a eu des réactions plutôt sans équivoque, parce que chez nous, chez AXA, du Go, on n'a pas beaucoup de personnes qui savent le faire. C'est pas forcément facile à développer non plus. On est vraiment junior sur ces technos-là. Et puis à maintenir, ça aurait pu être très compliqué. Donc, vu que je connaissais bien Java, on s'était dit, bah tiens, et pourquoi pas Java, et pourquoi pas GraalVM et Quarkus? Alors, je vais vous définir. On va boire un petit coup, je me permets. Je vais vous parler un petit peu de GraalVM et Quarkus, parce que Java, je pense que vous avez une bonne idée de ce que c'est. GraalVM, je vais commencer par GraalVM. Qu'est-ce que c'est? Alors, GraalVM, c'est une machine virtuelle Java proposée par Oracle, hein, donc elle fonctionne comme toutes les machines virtuelles Java. C'est-à-dire qu'elle vous permet de pouvoir exécuter vos projets en mode just-in-time. Le just-in-time, hein, c'est comme en .NET, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous développez votre projet en Java, ça génère un bytecode, et ce bytecode-là est donné à manger à une machine virtuelle qui va interpréter ce bytecode et donner les instructions à la machine. Donc ça, c'est le mode Java par défaut, et c'est ce mode-là qui est plutôt consommateur en ressources, et notamment en RAM, parce que voilà, une JVM, c'est voilà, si dans un OS, ça prend de la place, ça prend une empreinte mémoire qui peut être significative. Et quand on est dans un contexte Docker comme le nôtre, ça veut dire que chaque conteneur Docker va avoir sa propre JVM qui tourne. Et là, ça peut devenir problématique. C'est-à-dire que voilà, le mastodonte, entre guillemets, JVM que vous allez avoir, vous allez le répliquer partout. Et d'autant plus dans le Daily Clean. Donc dans un contexte conteneur comme celui-ci, GraalVM, ce qu'il peut proposer, c'est, à contrario d'un mode just-in-time, c'est une compilation en head of time. La compilation en head of time, ce qu'elle va nous permettre, c'est, au lieu de générer des livrables classiques Java qui doivent être interprétés par une machine virtuelle, elle va générer tout simplement un exécutable qui peut être installé n'importe où. Qui dit exécutable, du coup, dit que vous n'avez pas besoin d'une machine virtuelle installée sur votre OS et donc dans votre Docker pour qu'il fonctionne.
Ça, c'est très important. Donc, on fait vraiment cette économie de l'empreinte mémoire de la JVM. En plus, c'est facile à démarrer parce que ben, voilà, vous n'avez pas toute cette partie interprétation du bytecode par la machine virtuelle. Donc ce type de compilation et ce type de livrable nous promet un démarrage très rapide et une empreinte mémoire réduite. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est exactement ce qu'on cherchait. En d'autres termes, hein, pour le schématiser, hein, pour ceux qui connaissent le Java un petit peu, on passe de ça, donc d'un point jar, hein, qu'on doit donner à JVM, à un point exe quand on est dans un environnement Windows, bien sûr. Mais voilà, c'est véritablement ça que ça veut dire. Voilà pour GraalVM. Oui, petite précision aussi, GraalVM, au niveau des exécutables, hein, concrètement, ils utilisent la dénomination, Oracle utilise la dénomination image native. Vous allez m'entendre parler d'image native. Donc, on génère ce qu'on appelle une image native. Et en ce qui concerne Quarkus, tout simplement, Quarkus est un framework. Donc là, on arrive à la partie easy to develop de la solution. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un concurrent de Spring Boot, hein, on peut le dire. Sauf que lui a l'avantage actuellement d'être justement compatible en mode compilation ahead of time. Ce qui n'est pas encore le cas de Spring Boot, qui est aujourd'hui l'acteur majoritaire du marché en termes de framework de développement Java. Donc voilà, Quarkus était pour nous le bon choix pour justement garantir un code simple à mettre en place, un projet simple à mettre en place. Et donc, avec génération d'images natives à la clé. Encore une fois, je théorise beaucoup, je blablate beaucoup, et je vous propose qu'on fasse ensemble une petite expérience pour pouvoir imaginer un petit peu ce que je suis en train de vous dire là, par rapport à GraalVM et par rapport à Quarkus. Donc pour faire ça, je vous ai préparé deux projets hyper complexes. Un Hello World développé en Quarkus, donc qui sera en mode pure image native, et son équivalent en Spring Boot, qui lui sera en mode just in time. Donc je ne vais pas m'apesantir sur le code, vous voyez, il est hyper compliqué, donc ça me prendrait trop de temps de vous faire une code review et de vous expliquer tout. Mais en gros, on a une route Hello qui répond Hello, donc dans mon projet Spring Boot, et on a strictement la même chose, hein. J'ai une route Hello qui va renvoyer Hello Rest Easy pour mon projet Quarkus. Donc vraiment un strict équivalent en termes de fonctionnalité. Donc ce que je vous propose, c'est de builder notre projet. Donc là, c'est le projet Spring. Je vais faire un même install. Et alors, si je souhaite faire la même chose avec mon projet Quarkus et générer une image native, j'ai un terminal spécifique. Alors pourquoi il est spécifique ce terminal? Parce que vu qu'on va générer en fait un exécutable, hein, donc du code machine, évidemment à un moment donné il va y avoir du C++. Donc en fait il vous faut un compilateur C++ pour que ça fonctionne. Donc ce terminal-là est configuré justement avec un GCC pour pouvoir générer notre image native. Et donc si vous souhaitez générer une image native à partir de votre projet Quarkus, vous faites la même commande que tout à l'heure. Hein, donc moi j'utilise Maven hein, pour générer mes builds et gérer mes dépendances. Vous faites un clean install et vous rajoutez un profil native. Alors je ne vais pas le faire ici parce que ça consomme énormément de CPU et c'est particulièrement long. Ça peut prendre une bonne minute. Donc pour que ça soit plus agréable pour nous, je vais pas la générer en direct. J'ai préalablement construit une image native juste avant cette présentation. On va commencer par la partie Spring. Donc là, j'ai mon build qui vient passer. Donc j'ai mon jar qui existe. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'exécuter à partir de ma JVM. Donc, pour faire ça, hein, on a la commande Java. Donc on va solliciter la JVM. On va lui dire exécute-moi ce jar. Et puis je vais lui donner mon jar Hello World qui vient d'être généré. Donc comme vous allez le voir, le démarrage peut prendre un certain temps. Donc, voilà, en général, c'est à peu près une dizaine de secondes.
voilà, 8 secondes à peu près pour démarrer mon projet Spring Boot. Je vais ouvrir mon navigateur préféré et on va tester notre super API. Alors, comme vous pouvez le voir, alors moi c'est plus flagrant, je ne sais pas si ça se voit bien avec le partage d'écran, mais quand on est en mode just-in-time, il y a souvent ce qu'on appelle une phase de warm-up, c'est-à-dire que le temps que le projet se monte en mémoire, voilà, la première fois est toujours un peu plus longue. Mais comme vous pouvez le voir, hein, mon projet fonctionne, il a mis bon, 3-4 secondes pour marcher une première fois. Voilà, maintenant, hein, il répond très vite, hein. Mais voilà, j'ai bien mon API qui marche. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est sa conso mémoire. Donc en fait, alors j'ai lancé à partir d'un terminal, donc concrètement il est ici. Et comme vous pouvez le voir, en fait mon API actuellement, donc pour un simple hellower dans Spring Boot, me prend sur ma machine 254 mégas de RAM. Bon, on va pas commenter ce chiffre, hein, est-ce que c'est beaucoup ou pas, hein, mais voilà, on est sur, retenez bien ça, on va bien retenir ça collectivement, on est sur 250 mégas à peu près de RAM utilisé pour mon API. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éteindre mon API Spring Boot. S'il le veut bien, bien sûr. Ah. Voilà, je vous le remontre, hein. Voilà, mon terminal là est fermé, on a bien libéré l'espace, hein. Donc c'était bien, c'est pas du chiquet, hein, c'était bien mon API qui prenait les 250 mégas. Et alors ce que je vais faire, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mon image active que j'avais générée au préalable. Donc elle est ici, hein. Donc c'est un simple exécutable, je double-clique dessus et ça démarre mon serveur. Et alors, comme vous pouvez le voir, ça démarre comme une balle. On est sur moins d'une seconde. J'ai mon Hello World qui est déjà dispo. On va vérifier ensemble que ça fonctionne bien. Donc, c'était la même URL, hein. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas ce phénomène qu'on avait tout à l'heure de warm-up, hein. Le service répond très vite et il répond bien Hello, rest easy. Donc, c'était bien ce qui était attendu. Et donc, si on regarde la conso mémoire, il est ici. Et alors, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout, mais pas du tout sur la même échelle. Là, mon API qui fait la même chose, un Hello World, là, me prend un peu plus de 20 mégas de RAM sur ma machine. Grosso modo, c'est un peu les ordres de grandeur qu'on constate. C'est à peu près une division par 10 de la consommation mémoire. Alors, petit disclaimer, hein, en effet, c'est pas un vrai benchmark. C'est une petite expérience qu'on fait entre nous à la cool pour effectivement constater, mais voilà, on constate bien il y a un ordre d'échelle qui est quand même pas négligeable. Donc pour nous, c'est vrai que bon, voilà, quand on a essayé ça, quand on a testé ça, même dans un contexte local, on se rend bien compte que voilà, on est sur une option qui est parfaitement viable dans ce qu'on cherche à faire. Donc on a une grosse partie de l'objectif là qui est remplie et quand on est arrivé à ce moment-là de nos réflexions, on était particulièrement ravis du résultat et émerveillés par ce qu'on voyait. Donc jusque-là, toutes les cases de notre cahier des charges est remplie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ça? Je crois que c'est bon. Euh, Donc sur les arguments qui nous ont également aidés à prendre notre décision, hein, sur ces technos, hein, Quarkus et GraalVM. Alors sur le premier critère, c'est plus Quarkus, hein. Quarkus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est proposé et supporté par Red Hat, étant donné que c'est également eux c'est également Red Hat, hein, qui offre la solution OpenShift. Pour nous, hein, et ils nous ont bien confirmé, hein, que Quarkus un choix. Était un choix pas déconnant par rapport à ce qu'on cherchait à faire. Donc, on était particulièrement rassurés là-dessus. Euh, il y a aussi une chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour l'instant, alors ça va changer, je pense, mais enfin non, ça va changer. Pour l'instant, Daily Clean est utilisé que sur les environnements d'antéproduction. Donc, concrètement, Daily Clean n'est pas un projet de production, c'est pas un projet business. Donc, pour un premier essai, un premier usage de ces technologies-là, parce que pareil, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais GraalVM et Quarkus, chez AXA, on n'en fait pas du tout, hein. C'est
particulière. Nous, on utilise OpenJDK et on utilise Spring Boot. Donc, voilà, c'était vraiment un premier test de ces deux technologies. Euh, donc voilà, le fait que Daily Clean, le seul risque qu'on avait, c'était que le Daily Clean ne fonctionne pas et que par conséquent, on fasse un peu moins d'économies, sachant que de toute manière, comme je disais, on a des équipes FinOps qui surveillent ça de très près. Voilà, le risque était particulièrement mesuré en fait par rapport au choix de ces technologies-là qui étaient pour nous jusque-là inconnues. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, pour pousser la réflexion sur les opportunités que ça offre, étant donné que, comme on l'a vu, hein, on a alors, effectivement une empreinte mémoire qui est réduite, mais aussi un démarrage qui est clair hein, d'une API. Alors, on est d'accord, ça reste une API Hello World qu'on a vu ensemble, mais en ce qui concerne le Daily Clean, il démarre tout aussi vite. Alors, c'est pareil, c'est pas un projet énorme non plus, mais voilà, on est sur les mêmes ordres de grandeur en termes de démarrage. Et je l'ai pas précisé, en termes de conso mémoire, on est à peu près à 50 mégas à peu près de conso mémoire. Ça peut monter un peu plus hein, en fonction des sollicitations, mais on a mis une réserve pour que ça dépasse jamais les 80 mégas de mémoire allouée. Euh, donc pour revenir au fait que, aux opportunités, au niveau du démarrage, bah, on peut se poser des questions sur l'usage de ces technos-là dans un contexte serverless. Vu que ça démarre très très vite, pourquoi pas, pour aller plus loin que juste le daily clean, rendre les ressources, nos API uniquement disponibles au besoin. Donc, on les réveille quand on en a besoin. Et elles démarrent hyper vite, hein, donc en mode lambda ou fonction. Hein. Et donc faire du serverless. Donc, c'est quelque chose qui trotte dans nos têtes pour voilà, voilà, ça peut nous aider à aller dans cette voie-là pour aller encore plus loin hein, dans l'économie des ressources, donc dans le Green IT, et dans les économies de nos coûts d'infra. Je pense avoir tout dit en ce qui me concerne. Donc, comme je vous le disais, hein, normalement, je fais une code review, mais je vous propose plutôt de passer la parole à Guillaume Charvet pour qu'il puisse vous montrer l'équivalent de GraalVM et de Quarkus en .NET. Donc, je vous le répète, hein, Daily Clean est open source, donc vous le retrouverez à cette adresse-là. Téléchargez-le, utilisez-le, modifiez-le, posez-nous des questions, interagissez, créez des issues pour l'améliorer. Voilà, maintenant il appartient à toute la communauté, donc on compte sur vous pour nous aider à faire grandir ce projet qui nous tient fortement à cœur. Et si vous avez des questions, vous trouverez mes coordonnées ici et vous pouvez me suivre sur Twitter avec cet identifiant. Donc, je vous remercie. Et dernière chose, je voulais remercier également et faire un signe et une pensée aux contributeurs chez AXA qui ont travaillé avec moi sur ce sujet, donc Pierre-Henri Gache, Thomas Lemarchand et Guillaume Charvet. Et en parlant de Guillaume Charvet, je te passe la parole. Euh, Merci Guigui, c'était très bien. Est-ce que vous voulez la présentation, la suite ou pas? Sachant que je l'ai préparé pendant le... Hop. Merci Guigui. Désolé, je parlais dans le vide. Il n'y a C'était pas de top ta souci. Ça y est, présentation. on t'entend. Est-ce que vous Merci. voulez une petite presse ou pas? Mon but c'était d'aller vite, hein. Je viens de le préparer pendant ta presse. Ça- Donc c'est comme vous Moi, je voulez. veux bien voir, ouais. Ça vous intéresse? Ouais. Alors c'est pas autant préparé hein, parce que c'est un peu plus informel. Mais en gros, c'est issu d'un cours qui est open source que je donne aux étudiants. En gros, je vais vous faire. L'idée, c'est qu'avec .NET 6, ils ont fait pas mal de progrès sur tous ces aspects que vient de présenter Guigui. Surtout sur le monde des containers, que ça soit léger et performant et rapide à s'exécuter. En .NET, maintenant, quand on a .NET 6, on peut faire un .NET New list et il va nous proposer un ensemble de templates ici. Là, pour commencer, je vais prendre juste une web API toute simple. Hop. Ah, il y a la petite qui pleure.
Donc je vais faire un .NET New Web API, je vais mettre dans le répertoire démo 5, vu que je viens de faire la démo 4. Et en gros là, ça va me créer un petit projet plutôt simple. Je vais l'ouvrir avec Rider, ce sera un petit peu mieux. Alors, je vais faire Open New, tac. Alors, new. Alors, je vais faire Open. Du coup, bon là j'ai la démo 4, parce que c'est pareil, je viens de builder des Docker, parce que sinon c'est très long. Je trust ah mince, j'ai switché, je voulais pas. En gros, en .NET, avec .NET 6, ils ont ajouté la Minimal API. C'est-à-dire qu'avec ça, uniquement ça, c'est le startup d'une Web Un API. participant anonyme quitte actuellement la conférence. Et si par exemple je veux exécuter cette petite démo, je vais mettre un watch, parce que c'est .NET Watch Run. En gros, je suis là, ça va exécuter ce projet-là qui est dans mon répertoire. Donc là, ça va la compiler et ça va démarrer la petite API. Donc là, ça me lance un Swagger, parce qu'au final, ça ajoute un Swagger et on peut déjà travailler avec. Voilà, donc on peut l'exécuter, ça va nous retourner des résultats. Donc, je voulais juste vous montrer le .NET Watch parce que c'est assez sympa. On peut par exemple, mettre à jour ici un petit texte, je sauvegarde. Il va me rebuilder assez rapidement mon API. Et du coup, ici, je bénéficie de ma mise à jour. Voilà, donc on va retrouver, je sais plus où j'ai mis 1, mais... alors, freezing 1, 1, 2, 2, 2, il me l'a pas pris, il me l'a pas affiché. On va recommencer un get. Bon bah ça marche pas, il me l'a pas pris en compte. Ah, C'est pas grave, c'est la vie. De toute façon, c'est pas le but. Ce qui se passe, c'est quand pour publier mon application en .NET, on a juste à faire .NET Publish. En fait, quand on fait ça, ça crée un répertoire, comme m'a montré Guillaume, une application assez grosse, mais avec plein de fichiers, des librairies. Et ces librairies nécessitent un moteur, le moteur d'exécution .NET installé sur la machine. Du coup, quand on publie, on peut faire d'autres commandes. On va dire, on va intégrer la machine virtuelle dans l'exé final. Et on va aussi choisir son moteur, sa destination. Si c'est du Windows, du Linux, du Red Hat. Après, il y a plein de distributions possibles. Ils ont rajouté en .NET 5, même en .NET 3.1, le fait qu'on peut trimer pour commencer à réduire les résultats. Et ils ont rajouté encore des optimisations ici pour encore réduire la taille de l'exé. Bon, il faut aussi être en release, ce qui fait que au final, quand on lance ça, alors on n'a pas de la compilation native, ça arrivera dans .NET 7, mais on a un exé qui fait à peu près la même taille qu'un exé généré par GraalVM. Pop, pop, pop. Typiquement, je vais rouvrir ma démo 4 pour aller vite, hein, puisqu'on est vendredi soir. Hop. Donc c'est la même démo. C'est juste que j'ai mis en commentaire le HTTP redirection et le développement pour Swagger, parce qu'on va le publier dans un Docker. Ici, j'ai construit un Docker file où j'ai une image de build ici qui va permettre de builder .NET. Donc ici, je vais pouvoir builder avec ma façon d'optimiser mon .NET pour un Linux. Alors là, c'est une Alpine, donc c'est un Linux très léger. Et ensuite, je vais runner mon application dans un Linux très léger, donc une Alpine, je crois que ça fait 15 mégas. Et on va ajouter mes fichiers compilés. Voilà, comme ça on n'a pas ce qui nécessite la compilation, on a juste l'output. Alors pour construire ça, il faut faire un docker build .-t web. Donc ça je l'ai fait, c'est pareil, ça prend un peu plus d'une minute, donc je l'ai déjà fait.
Et du coup, pour lancer ce Docker, je vais copier la commande comme ça on gagne du temps. Hop. Donc là, je lance mon Docker, je fais un binding de port. Donc en interne dans le Docker, j'aurai une application en mode release sur le port 80. Et là, à l'extérieur, sur ma machine, je pourrais y accéder via le port 5003. Et là, je sélectionne mon tag web. Du coup, ça va se lancer. Et derrière, alors je crois que j'ai pas recompilé avec le Swagger, j'avais pas mis un commentaire. Derrière, du coup, je peux accéder à mon Docker. Et c'est pareil, le Docker, je sais pas si vous avez vu, mais c'est très rapide à s'exécuter et c'est très rapide à se lancer. Après, hop, je sais pas j'ai pas regardé la taille du Docker, mais on peut faire un Docker image. Je sais plus comment on fait, mais c'est un truc comme ça. Peut-être image avec un S. Voilà. Et on va pouvoir voir la taille de mon image qui est web. Donc là, mon image, avec une web API, un Swagger, elle fait 74 mégas. Voilà, pareil, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Je vais pas aller plus loin, parce que je pense que c'est pas... L'idée c'était de faire ça en 10 minutes. Pour dire que au final, qu'on fasse du GraalVM ou du .NET, l'important c'est aujourd'hui les langages petit à petit tendent vers la même chose et répondent aux mêmes besoins. Et l'idée c'est d'utiliser le langage comme a dit Guillaume, qu'on ne pouvait pas faire de Go parce qu'on n'avait pas les connaissances, d'utiliser le langage qu'on veut. Voilà. Et voilà. Je suis avec Guillaume disponible pour les questions. Sachant Ouais, que le Daily Clean, c'est top. Voilà. C'est vraiment la première fois que j'ai l'impression de travailler sur une petite application qui a vraiment un sens. Elle est simple, elle est utile et elle a vraiment elle fait gagner de l'argent et en même temps elle fait économiser des ressources pour la planète. Voilà. C'est concret, c'est simple et ça j'aime bien. Voilà. tout à fait, c'est bien synthétisé. Donc n'hésitez pas. Effectivement, ouais, si vous avez des questions, allez-y. Et vous pouvez tester sur votre poste, hein. Ouais, Ici vous allez regarder dans Docker. Hop, vous avez activé Kubernetes, ok. Vous avez juste à lancer ça et vous aurez le daily clean qui va s'exécuter sur votre port 3001. Regardez, même chez moi ça marche. Alors je vais peut-être pas lancer. c'est magique. Bon, chez moi ça marche pas parce que effectivement j'avais pas préparé que ça fasse ça. Ah oui, bah si ça marche. Et c'est le temps ouais, Ouais. temps qui démarre. Hop, donc là je peux allumer et pareil comme chez Guigui, ça va, enfin entre Guigui on se comprend. Voilà, ça allume celui-là et celui-là. Et vraiment je suis content. Là je paye, enfin c'est bon en local donc je paye pas. Et là je paye plus. Et c'est vraiment impressionnant ça. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des remarques, des améliorations. Surtout pour Guigui, hein, moi ma partie, je compte pas la rejouer. Mais c'est plus pour Guigui, je pense que ce serait bien qu'il la rejoue à d'autres endroits. Ouais, ouais, si vous avez Mm. des pistes d'amélioration, hein, n'hésitez pas. Alors, je vous ai partagé un lien vers un open feedback, donc vous pouvez me faire votre feedback là-dedans si vous souhaitez le faire de manière écrite. Mais ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, des retours. On a encore un peu de temps pour ça, donc n'hésitez pas. Bon, bah, je crois qu'ils sont tous partis, Guigui. Ouais, ouais, bon, bah c'est en même temps, C'est- voilà, Ah, on c'est est le bien là, week-end on et est c'est bien le... là. Toujours là. Ah bah, merci Guigui, c'était bien. Bah, Je t'avoue que je merci. prépare en même temps, donc je regarderai la vidéo. J'essaierai de Ouais, l'uploader lundi, ou je vais peut-être me mettre à uploader tout de suite. bah, comme tu peux, Et hein, pas de d'ailleurs, souci. je vais couper l'enregistrement tout de suite. Hop, et je coupe.